Procédure des programmes d'immigration et d'établissement faisant intervenir différents acteurs. Avec un vaste auditoire composé dans sa grande majorité des francophones d'Afrique et d'Europe, Immigration FM ambitionne d'être un vecteur d'intégration pour les nouveaux arrivants. On ne le dira jamais, nouveau rebondissement autour de la réunification des familles au Québec. Le ministre fédéral de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Marc Muller a été mis en demeure par l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration ACADIC. Et ce conjointement avec plusieurs demandeurs de la résidence permanente aux catégories de regroupement familial. Dans cette mise en demeure, les requérants sollicitent le même délai de traitement pour les demandes de regroupement familial provenant du Québec que celui dont bénéficient les autres provinces et la finalisation des demandes de résidence permanente dans la catégorie de regroupement familial. Pour en parler tout au long de ce rendez-vous hebdomadaire, nous recevons notre invitée Lauriane Lachapelle, coordinatrice des demandeurs dans le projet Mandamous. Lauriane, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Elle expliquera tout à l'heure sa signification, projet Mandamous. Et bien évidemment, les questions de nos auditrices et de nos auditeurs sont attendues sur notre page Facebook ou sur WhatsApp, le numéro de téléphone étant affiché au bas de l'écran. Nous soufflons un instant en musique et nous revenons. Dans la bio, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. J'ai mon ami Diallo, Dites Marie m'a parti y a pas moyen de Burkina m'a tombé Côte d'Ivoire Aya Moussoukou, avec Kinou, alors il faut Nigeria. y a pas moyen de Les gosses m'a parti Sénégal. à la carré. Des filles de l'argent, j'ai pas tombé Paris. Travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés. Mon grand-père avait raison. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoutez-moi bien, c'est très important pour ton avenir. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas encore me dire? Vive la... Le décor a été ainsi platé. Permettez-moi de vous présenter en bref notre invité de ce jour. Lauriane Lachapelle est comptable professionnel agréé. Elle travaille en tant que directrice des finances et des ressources humaines dans une PME, petite et moyenne entreprise québécoise, tout en étant également consultante à son compte, de même que pour quelques PME. Elle a aussi travaillé auparavant dans un milieu bancaire et organisation à but non lucratif, notamment pour la Banque des Jardins et AISC. Elle fait du bénévolat présentement au sein du collectif Québec Réunifié depuis septembre 2023. En couple depuis 2018, avec un avocat guatémaltèque qui travaille pour les Nations Unies, cette comptable s'est mariée en 2022, déposée peu de temps après sa demande de parrainage, n'est toujours pas traitée 20 mois plus tard. Durant ce temps, elle a fait un témoignage à l'Assemblée nationale et a organisé des recours judiciaires avec différents avocats, ce qui a mené notamment à créer une levée de fonds pour aider les familles dans les recours juridiques. Elle a travaillé fort à organiser le projet du Mandamous en groupe en collaboration avec Acadie durant les derniers mois. Laura Lachapelle, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en situation de parrainage à votre mari, un citoyen guatémalien, avec qui vous êtes marié depuis janvier 2022. Quelles sont les nouvelles? Elles sont bonnes ou mauvaises? Donc, mon mari, Pablo Ramirez, ça fait plus de 6 ans qu'on est en couple et maintenant plus de 20 mois, bientôt 21 qu'on attend dans notre processus de parrainage. On a obtenu le CSQ, soit le certificat de sélection du Québec, mais depuis ça, il n'y a eu aucun mouvement dans notre dossier. Ça n'a jamais avancé. La vérification des antécédents, je pense que ça fait plus qu'1 an qu'elle est en cours et n'a toujours pas avancé. C'est une situation qui est très désolante parce qu'on est beaucoup dans cette situation. Il y a mon dossier, il y a mon histoire, mais aussi toute l'histoire
des 43 000 familles qui sont dans la même situation au Québec et qui doivent maintenant attendre des délais d'approximativement 28-30 mois, ça change tout le temps, versus un délai de 12 mois pour le reste du Canada pour les demandes externes. Et quand on parle des demandes de résidence permanente qui sont faites à l'intérieur du Canada pour des gens, par exemple, qui sont mariés à un citoyen et qui détiennent déjà un permis de travail, on parle de délais de 28 mois, moins de 28 mois, 25 mois, et pour le reste du Canada, c'est 8 mois seulement. Donc, on fait face à une injustice immense et dans notre catégorie d'immigration, on est environ 17 000 à déjà détenir le CSQ, le Certificat de sélection du Québec, en ce moment. Ce qui fait en sorte que comme le gouvernement provincial met un plan d'immigration en place, malgré que l'immigration soit un processus qui est fédéral, rappelons-le, au Canada, c'est vraiment contrôlé par le gouvernement fédéral, ben le ministre de l'Immigration provincial met en place un plan d'immigration qui n'accepte seulement que 10 000 applicants par année, ce qui crée un gros goulot d'étranglement puisqu'il y a énormément plus de demandes et qui engendre des délais infinis pour les familles finalement. Nous allons y revenir, Madame Lauriane Lachapelle. Vous êtes en couple depuis 2018 et votre conjoint n'a jamais mis les pieds au Québec. Pourquoi ça? Jamais pu mettre les pieds, ne serait-ce qu'une seule fois. On est à maintenant 5 visas visiteurs qui ont été refusés sous prétexte que l'agent d'immigration ne croit pas qu'il va revenir dans son pays malgré que les intentions étaient bel et bien de me visiter. Les premières demandes ont été faites avant notre mariage, pendant qu'on était en couple. Il y avait l'intention de me visiter. Il était à l'époque étudiant et moi aussi. On voulait simplement faire un voyage ensemble, lui faire découvrir mon pays, mon Québec. Et tout ça a été refusé malheureusement. Donc, par la suite, avant notre demande de parrainage, nous avions fait une dernière demande de visa visiteur qui n'a jamais été répondue avant qu'on dépose la demande de parrainage et quelques mois plus tard, elle avait été refusée. Ça, c'était la deuxième. Après ça, on en a refait une autre demande de visa visiteur quand le gouvernement a annoncé une mesure permettant aux familles d'être réunies au Québec plus rapidement en attendant la résidence permanente, considérant qu'il y avait des délais importants. Donc, il y avait cette mesure d'intérêt public qui avait été annoncée. Mais la réalité, c'est que malgré qu'il permettait, il disait « Oh, on vous offre des visas visiteurs en 30 jours et vous avez la possibilité d'appliquer pour des permis de travail plus rapidement, etc. » Et on se rend compte que ça a été quand même refusé pour les mêmes raisons. On ne croit pas que tu vas retourner dans ton pays. Donc là, après ça, on a fait la 4e demande de visa visiteur avec mon avocate en immigration pour s'assurer que tout, c'était une demande solide, bien faite, qu'il n'y avait aucun détail qui manquait ou qu'il pouvait avoir aucune raison de refus. Et malgré ça, cette demande-là a été refusée. Et d'ailleurs, je suis en ce moment en appel à la Cour pour cette demande de visa visiteur-là qui a été refusée. J'ai déposé un recours judiciaire, moi, à mon nom personnel, pour ce visa visiteur parce que je ne comprends pas pourquoi il a été refusé. Et dans l'élan de ma frustration avec mon mari, on a décidé qu'il allait appliquer une 5e fois. Avec les mêmes documents, on a refait la même application et celle-ci, comme 10 jours plus tard, a été refusée pour des raisons différentes finalement. C'était exactement les mêmes documents, mais finalement, la raison était différente du refus. Donc, c'est vraiment frustrant parce que on est mariés, on veut se visiter. Moi, je peux aller le visiter, mais j'ai des fois des problèmes ici au Québec que je dois régler, donc je suis pas capable de visiter autant que je voudrais. Puis, lui a la possibilité de venir me visiter, mais il ne peut pas en raison des refus multiples. C'est décourageant. Je parle de mon cas, mais vraiment, on est beaucoup dans cette situation-là. Il n'y a pas d'équité dans le traitement des visas. Puis on s'entend que mon mari, c'est un avocat. Il travaille à l'ONU pour l'Organisation mondiale de la migration, qui est un organisme qui travaille pour empêcher l'immigration illégale au Canada et aux États-Unis. Pensez-vous vraiment qu'il va immigrer illégalement au Canada? C'est ça que je demande aux agents d'immigration. Je trouve que ça se peut pas qu'il y ait un humain qui ait pris cette décision-là en pensant qu'il allait immigrer illégalement. Madame Lachapelle, est-ce que vous voyez en cette attitude du gouvernement fédéral un acharnement ou alors une discrimination? Tout à fait. Je vois, pour moi, là, il y a probablement un énorme racisme systémique, une discrimination, un acharnement, puis un traitement abusif, honnêtement. Puis oui, c'est pas juste pour mon cas, j'en vois des centaines de cas qui sont refusés pour des raisons complètement qui n'ont aucun sens ou qui sont juste laissés dans l'ombre et non traités. Donc oui, il y a vraiment un acharnement de la part, pour certains pays, en tout cas, on voit des refus beaucoup plus élevés pour certains pays par rapport à d'autres. Le Guatemala fait partie des pays qui a énormément de refus basés parce qu'il pense qu'il reviendra pas dans son pays. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de vous installer dans d'autres provinces anglophones précisément, parce que là-bas c'est quand même 12 mois. Est-ce que vous n'êtes pas encore venu à l'idée ou à
l'idée de votre conjoint de vous dire, ben, qu'est-ce que vous faites dans ce Québec-là? Pourquoi ne pas vous installer, par exemple, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, pour avoir Ouais, la facilité de cette procédure? Oui, en effet. Et c'était vraiment, c'est la solution que plusieurs Québécois en ce moment font. Il y a une grande exode des Québécois en situation de parrainage qui s'en vont en Ontario. Pour ma part, c'était dans mes projets. Toutefois, finalement, on a décidé d'attendre les résultats de cette procédure de mandamus qu'on vient de partir justement. Mais c'est aussi que mon mari, il veut vraiment venir au Québec. Donc, moi, j'étais prête à aller en Ontario, mais lui, il veut vraiment qu'on fasse tout notre possible pour qu'il puisse venir au Québec. C'est lui qui me convaincu de rester au Québec le temps de cette procédure-là de mandamus parce que sinon, je serais partie en Ontario sans aucun doute. Lui, il veut vraiment être avocat au Québec, il veut faire son barreau, il veut travailler ici, il veut apprendre le français, il veut découvrir la culture. C'est plus lui qui est attaché que moi, je vous dirais. Mais pour cette raison-là, on fait le processus de mandamus, puis on espère qu'au bout de cette procédure-là, très rapidement, ça devrait se concrétiser, qu'il puisse avoir sa résidence permanente. Ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 mois que vous attendez ça, la résidence permanente. 5 visas visiteurs refusés. Pourtant, dans un communiqué de presse rendu public le 26 mai 2023, l'honorable Sam Fraser, alors ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, avait annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la réunification des familles. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous, avec le ministre Miller? Il se passe que la loi n'a pas été changée et que les agents d'immigration, ils se fondent sur la loi et ils ne respectent pas non plus le principe de la double intention. C'est-à-dire que il y a un principe dans la loi de l'immigration qui dit que tu peux avoir l'intention de venir t'installer comme résident permanent et demander un visa visiteur, mais ça, les agents d'immigration n'en tiennent pas compte. Il y a aussi une hypothèse qui n'est pas validée, mais on sait très bien que le gouvernement utilise un système d'intelligence artificielle qui s'appelle Chinook pour classer les demandes de visa visiteur dans certaines catégories. Puis, on présume que ce type de classement-là est discriminatoire et fondé sur probablement un système qui était déjà discriminatoire et qui classe certaines applications rapidement dans des catégories de refus, finalement. Et que l'agent ne regarde même pas les dossiers plus que 2 minutes, finalement, pour prendre une décision, alors que on sait très bien qu'une demande de visa visiteur, parfois, il peut avoir plus de 50 documents qui sont joints pour justifier une demande. C'est pas réaliste de traiter ces demandes-là en 2 minutes avec un système de préclassement qui ne permet même pas au candidat qui applique, ben, au candidat ou l'applicant qui applique, de prouver sa bonne foi puis ses moyens et tous les éléments. Donc, il y a beaucoup, il y a un gros problème dans le traitement des demandes de visa visiteur qui n'a pas été adressé. On doute aussi que cette consigne-là n'a pas été communiquée aux agents parce que les agents ne l'appliquent pas tout simplement. Ils ne la respectent pas du tout. Ils font l'application sous les mêmes critères, comme si ça n'avait jamais existé, même si on leur fournit exactement le communiqué de presse dans les demandes. C'est pas quelque chose qui tient compte, là, du tout, du tout. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un défaut de recyclage des agents? Peut-être. C'est un grand mystère. Puis ça, c'est quelque chose qui IRCC échoue à nous fournir, c'est plus de transparence. Nous, c'est quelque chose qu'on a demandé en tant que Québec réunifié, c'est plus de transparence de la part d'IRCC parce que ils sont très confidentiels, ils ne divulguent rien. On a des raisons de refus automatiques. On ne sait même pas pourquoi notre dossier est refusé. Il n'y a pas de justificatif précis. Tout est flou. Il n'y a pas accès à quoi que ce soit pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment une boîte noire, là, puis il n'y a aucun moyen d'avoir un traitement équitable entre les demandes. Donc, manque de transparence flagrant. D'où le projet Mandamus. Expliquez aux auditeurs et auditrices, c'est quoi ce projet-là, Madame Lachapelle? Oui, donc, pour comprendre d'où ce projet est arrivé, il faut comprendre que les délais n'étaient pas toujours comme ça au Québec. Les délais sont passés à 27 mois à partir de juin 2023. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il y a une distinction entre les délais du Québec et le reste du Canada. Avant, moi, quand j'ai déposé ma demande, c'était un délai de 13 mois. Je m'attendais à ce que mon mari soit là à peu près à 1 an après la demande. Mais du jour au lendemain, en juin, ça l'a changé et c'est rendu à 27 mois à cette date-là. Et ça l'a continué d'allonger. Là, après ça, les délais sont passés à 33 mois, même jusqu'à 41 mois en décembre dernier, si je me trompe pas. Donc, ça continue toujours d'allonger. Et là, ça fait en sorte que nous, en tant que famille québécoise, on se sent dans une situation d'abus administratif et dans une injustice la plus totale. Nous, on a déposé notre demande, c'était des délais de 13 mois. Pourquoi on n'a pas droit à ces délais de 13 mois-là? Puis pourquoi il y a une distinction avec le reste du Québec? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration, c'est une compétence fédérale et que oui, le Québec a certaines compétences d'immigration, mais seulement pour la catégorie des immigrants économiques.
il y a un certain pouvoir de sélection. Mais dans la catégorie du regroupement familial, le regroupement familial, le gouvernement du Québec n'a aucun pouvoir, que ce serait par la loi ou par l'accord Canada-Québec. C'est une compétence qui relève uniquement du fédéral. Pourtant, le gouvernement provincial met quand même un plan d'immigration et qui inclut la catégorie du regroupement familial et qui crée un goulot d'étranglement. Parce que là, on est à 10 000 maximum par année pour un total de 43 000 demandes. On fait le calcul rapide, ça va prendre 4 à 5 ans pour n'importe quelle nouvelle demande. Donc, cette injustice-là, ça fait en sorte qu'il y a une énorme différence de traitement. Et pourquoi on n'a pas le même traitement? Parce qu'on fait partie du même pays. Les compétences dans l'accord Canada-Québec sont claires. Ça dit que le Canada a la seule responsabilité d'admettre les immigrants dans la catégorie de la famille et des parents aidés et de déterminer si un immigrant est membre ou l'une ou l'autre de ces catégories. Ça, c'est un article 13, la réunification des familles dans l'accord Canada-Québec. Le gouvernement du Québec n'a aucun droit. Donc, basé sur ce fait, on ne considère pas que c'est juste que le gouvernement fédéral respecte le plan d'immigration du Québec. Donc, c'est-à-dire que nous, on se dit, pourquoi on devrait attendre 37 mois? On n'a pas à attendre 37 mois, on devrait attendre 12 mois comme le reste des autres provinces. Donc, c'est ça l'argument juridique de fond, c'est qu'il n'y a aucune loi qui permet au gouvernement fédéral d'écouter le Québec dans son plan d'immigration. Donc, nous, on se dit, nous, on veut des délais de 12 mois et on veut que nos dossiers soient traités, même s'ils ne dépassent pas les délais de 28 mois actuellement. Parce qu'un mandamus, c'est quoi? Un mandamus, c'est un ordre de la Cour pour obliger IRCC à prendre une décision sur un dossier d'immigration quand les délais sont déraisonnables. Et un mandamus, c'est une procédure classique qui existe depuis longtemps en immigration. Et souvent, c'est utilisé pour différentes raisons quand vraiment les délais sont très déraisonnables. Et c'est pas seulement pour la catégorie du regroupement familial, ça peut être pour d'autres catégories d'immigration aussi. Toutefois, nous, dans notre cas qui est différent, qui n'a jamais été fait auparavant, c'est vraiment qu'on ne dépasse pas techniquement les délais qui sont annoncés sur le site d'IRCC, mais on juge que c'est déraisonnable quand même en raison de la discrimination entre le Québec et le reste du Canada. Et c'est pour ça qu'on s'est organisé en groupe et avec l'Acadie, parce qu'on veut montrer que c'est un problème systémique et c'est pas seulement un cas individuel que le dossier est déraisonnable, que c'est vraiment toutes les familles québécoises sont dans le même bateau. On a l'Acadie qui vient représenter l'intérêt du public et l'intérêt des autres demandeurs dans la même situation. Et on a, nous, 8 demandeurs qui se sont regroupés et on veut que nos dossiers soient traités le plus rapidement possible parce que c'est déraisonnable que ça respecte un délai de 28 à 33 mois, on sait pas, ça change tout le temps. Donc, voilà un peu l'objectif derrière le projet, pourquoi on a lancé ce projet-là à la Cour fédérale. Madame Lachapelle, je tente, ma question est la suivante. Pourquoi 8 demandeurs alors qu'il en existe environ 38 500 demandeurs en souffrance? Est-ce qu'une manière de lâcher les autres? Ou alors, c'est à partir de là, peut-être que la machine pourra enfin démarrer et puis les autres pourront trouver une solution. Oui, ben en ce moment, 8 demandeurs pour partir un projet qui est faisable. Il y a des contraintes financières, bien entendu. Les frais d'avocat, c'est quand même assez cher, donc c'est pas toutes les familles qui peuvent se le permettre. Bien sûr, Québec Réunifié a lancé une levée de fonds pour soutenir les participants au projet, qui aide certaines familles à pouvoir participer. Il y a ça, il y a vraiment l'aspect financier qui est une limite quand même assez importante. Mais après ça, on a aussi l'aspect de la qualité de la demande, pas la qualité de la demande, mais les critères, différents critères qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut pas avoir un dossier qui aurait des bonnes raisons d'avoir un délai plus long. C'est-à-dire, si un dossier, il y a un dossier criminel, il y a des problèmes médicaux, il y a des antécédents à vérifier, par exemple, pour un service militaire ou quoi que ce soit, il y a des raisons qui font que c'est plus long. Ou encore, si on parle d'enfants qui sont dans une demande de parrainage, mais qui proviennent d'une union précédente, parfois, ça ajoute des éléments de complexité dans un dossier qui peuvent justifier un délai plus long pour la demande. Donc, il faut avoir des dossiers qui sont simples, soit des conjoints mariés et qui ont des enfants, mais seulement de la même union. Donc, avec ou sans enfants, soit à l'interne ou à l'externe du Canada. Fait que ça fait en sorte que ça diminue les critères. Également, on veut des dossiers ayant déjà le CSQ en main, certificat de sélection du Québec, parce qu'on veut pas que ce soit des dossiers qui attendent quelque chose de la part du Québec. C'est vraiment juste de la part du fédéral en ce moment, dont on attend le traitement. Donc, à ce moment-là, on a commencé avec 8 personnes. Mais ça fait pas en sorte que ce sera sûrement les seuls, parce qu'on va probablement en ajouter en cours de chemin. Puis d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui pensent que leur dossier respecte les critères, et ça fait déjà plus que 20 mois qu'ils attendent, 18 à 20 mois qui attendent pour le regroupement familial et qui ont déjà le CSQ en main, que c'est une situation qui est très simple,
ben écrivez-moi parce que vous pourriez peut-être vous joindre au projet. C'est sûr qu'il y a un frais financier, mais il y a possibilité de subventionner avec l'aide financière de l'Acadie et de Québec réunifié certains dossiers pour qu'ils puissent rentrer dans ce projet de groupe. Donc, on fait notre mieux avec les gens qu'on a, avec les applicants qu'on a. Il y a aussi des fois des gens qui sont réticents à ce que leur dossier soit public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un dossier à la Cour fédérale est un dossier public. Une fois que la décision est prise, la décision est publiée sur le site de la Cour fédérale. Donc, c'est à prendre en considération aussi avant de soumettre son projet. Donc, il y a plein de critères qui font en sorte que c'est pas toutes les demandes qui sont propices à faire ce projet de groupe-là, mais on pense qu'il y a probablement d'autres gens qui pourraient être intéressés puis qu'on pourra rajouter en cours de route sans problème pour justement montrer l'ampleur du projet. S'il y a encore, il y a des applications qui s'ajoutent au même groupe, ben le gouvernement va voir que c'est pas juste le cas, mettons, de 8 personnes. L'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, ACADI, vient d'adresser une mise en demeure dont le délai est de 15 jours au ministre fédéral de l'immigration, Marc Miller, afin de produire un calendrier de traitement public clair, ordonné et raisonnable, et 30 jours pour finaliser les dossiers de 8 couples demandeurs dans la cause, dont certains attendent depuis 2 ans de pouvoir être réunis au Québec. Si rien n'est fait, un recours à Madame Mousse sera déposé devant la Cour fédérale. Ça, c'est ce qui ressort de communiqué de l'Acadie. Madame Lachapelle, quelles sont les chances de voir aboutir cette procédure? Oui. Donc, c'est sûr que le mandamus, c'est une procédure qui est longue. D'abord, il y a une mise en demeure qui est envoyée, comme vous l'avez vu dans les journaux. Ça fait déjà plus d'une semaine. Après, nous, ce qu'on va faire, c'est on va déposer la requête en mandamus. Donc, notre avocate va déposer les documents et tout l'argumentaire juridique derrière notre projet. Puis après ça, la Cour va prendre un certain temps pour saisir le projet et l'autoriser. On pense que comme c'est un projet d'intérêt public qui touche des milliers de familles, qu'il y a possibilité que ce dossier-là soit saisi également plus rapidement par la Cour. Et on pense qu'il y a beaucoup de chances que la Cour reconnaisse qu'il s'agit d'un enjeu, d'une injustice et qu'il faut régler. Une fois que le mandamus est autorisé par la Cour, ce qui peut être long, ça peut prendre peut-être, on ne sait pas si ça va prendre 6 mois, ça va prendre 12 mois, on ne sait pas exactement, c'est toujours indépendant de nous et de notre contrôle, malheureusement. Une fois que le mandamus est autorisé, c'est là que la procédure juridique s'enclenche et quand on a une décision, ça va obliger l'IRCC à traiter nos dossiers. Donc, les chances que ça se produise, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier parce que les avocats ne s'avancent pas là-dessus et c'est normal, ils peuvent pas garantir à 100% jamais aucune procédure. C'est normal, comme on peut pas garantir qu'un dossier d'immigration en parrainage va être traité, va être accepté, par exemple. C'est jamais quelque chose qui peut être garanti, mais on sait qu'il y a des très bonnes chances que cette situation soit saisie rapidement à cause de l'enjeu de l'intérêt public et qu'aussi les demandes des demandeurs, des 8 personnes, soient traitées rapidement également. On espère que IRCC va prendre ses responsabilités à cet égard. À vous entendre parler, Madame Lachapelle, on a l'impression que vous dégagez plus la responsabilité du fédéral dans cette situation-là. Et alors, le Québec n'y est pour rien, c'est ça, selon vous? Dans la rigidité de son plan d'immigration et sa non-volonté de collaborer avec le fédéral à cet égard. Toutefois, il reste que le fédéral est le seul responsable de l'immigration dans la catégorie du regroupement familial. Ils n'ont pas légalement l'obligation de respecter quoi que ce soit que ce que le Québec dit dans cette catégorie d'immigration. En ce moment, ils le respectent pour des raisons un peu politiques, puis ne pas vouloir froisser le gouvernement provincial. Puis c'est un peu ça qui nous dérange en réalité, parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Derrière, pour pas froisser les relations avec le provincial, là, on a des familles qui souffrent énormément. Il y a des gens qui sont en dépression, anxiété. Il y a des incidences financières importantes pour les familles parce que c'est des coûts importants. Je veux dire, je pense que pour vrai, là, le gouvernement fédéral ne prend pas ses responsabilités de protéger les familles qui sont dans cette situation-là de maltraitance administrative. C'est un abus ça n'a pas de bon sens de séparer les familles pendant 3-4 ans. On parle de maris, de femmes, d'enfants parfois. Imaginez un père séparé de son enfant ou une mère pendant plus de 3 ans. C'est inconcevable dans mon livre à moi qu'une administration d'un pays en plus développé accepte un tel traitement à des enfants et même à des conjoints qui sont mariés. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi,
oui, le gouvernement fédéral a une grande part de responsabilité dans le problème parce qu'ils n'assument pas le pouvoir qu'ils ont et ils n'assument pas de protéger les familles avant de protéger une relation avec le provincial qui n'a, pour des arguments, en plus que le provincial n'a aucun argument pour justifier son plan d'immigration, de limiter l'immigration des familles dans le regroupement familial, n'ont pas d'argument. Ils le font, ils ont un plan strict pour simple et bonne raison qu'ils en priorisent plus dans la catégorie des économiques, puis après ça, ils en laissent un petit peu pour les réfugiés, pour respecter certaines obligations internationales, puis la différence de tout ça, ça va dans les familles. Mais ils n'ont pas pris en considération que nous, les familles, c'est parce qu'on souffre énormément de ça. C'est pas juste un permis de travail qu'on attend puis qu'on n'a pas de compte. C'est pas juste des gens qui attendent un permis de travail qui n'ont jamais mis les pieds au Canada. C'est des familles dont on parle. C'est vraiment pas le même contexte. C'est pas le même impact non plus sur le logement. C'est pas le même impact sur l'intégration. On n'en parle pas assez souvent, mais imaginez l'intégration, comment c'est facilité par la famille. Ça n'est pas tenu compte dans le plan d'immigration provincial. Donc, moi, je pense que vraiment, le fédéral, c'est le principal responsable, malgré que le Québec, il y a une certaine responsabilité, mais je veux dire, on n'est pas obligé de les écouter, là, techniquement. Oui, c'est vrai, pour la délivrance des visas, ça relève de la compétence du fédéral. Pourtant, Madame Lachapelle, il y a quelques mois, le ministre fédéral de l'immigration, Marc Miller, donnait presque des injonctions au ministre fédéral de l'immigration du Québec pour l'accélération de ces procédures de la catégorie de regroupement familial. Alors maintenant, quand vous dites que le gouvernement fédéral a une responsabilité, une grosse responsabilité dans cette situation, je comprends plus rien là. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que oui, on a entendu en mars Marc Miller annoncer qu'il allait dépasser les seuils du Québec. Ça a été une annonce. Toutefois, ça a été une annonce pour dépasser les seuils sur 3 ans, légèrement. Et puis, il faut pas oublier aussi que malgré l'annonce, il n'y a pas un plan concret qui a été proposé, qui a été publié publiquement. Il n'y a aucune transparence de la part de l'IRCC. On voit certains dossiers qui ont appliqué en 2023 être traités, alors qu'il y a des dossiers toujours en attente depuis 2020, 2021 et 2022 qui n'ont toujours pas été traités. Donc, malgré cette annonce-là, il manque de communication, il n'y a pas de plan clair. Comme nous, ce qu'on demande dans la mise en demeure, c'est un calendrier de traitement clair pour toutes les demandes, pour que toutes les demandes là, qui datent de très longtemps soient traitées d'abord, puis que ensuite de ça, les demandes plus récentes soient traitées dans un délai raisonnable également. Donc, il y a vraiment une incohérence dans ce qui est dit et ce qui est fait. On voit pas de transparence concrète, il n'y a pas d'action concrète qui a été mise en place. Il y a juste des annonces comme ça dans le vent, mais concrètement, il n'y a aucune communication sur ce qui est fait. Donc, moi, oui, d'accord, c'est bien d'avoir de la bonne volonté, mais encore là, il faut que les actions suivent. Parce que si les actions ne suivent pas, ben c'est juste des parler pour parler, là. Ça amène à rien. Donc, en ce moment, on voit pas de mouvement nécessairement dans tous les dossiers, là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir si ça l'a changé ou pas, là. Il y a rien qui a été annoncé concrètement, publié. Voilà. Donc, pour moi, c'est de la mauvaise foi, là. Madame Lachapelle, nous allons souffler en musique. Le temps pour vous d'aller boire un peu d'eau. Et nous revenons juste après. Merci. Mais ici, il nous appelle comment? Manjunga, donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleur immigré, travailleur immigré, travailleur immigré, travailleur immigré, travailleur immigré. À tous mes amis d'Afrique, chauffez, balancez, chauffez, balancez, chauffez, balancez. Oweni, Oweni, Lokolende we. Oweni, Lokolende we. Yeah. Quand la terre est en terre, tout le monde était frère. Mais maintenant c'est parti, hein. À tous mes amis de taxi, balancez la sauce, hein. Mais bien sûr, Toboite, Toyaka wana kodika mbida. Toloba nini to? Kunde ezali partout, ata wana Afrika. Ezali, okende wana, ezali. Nyonso bosalaka kuna, etingalaka kaka kuna.
Bienvenue sur Radio Immigration. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous recevons ce jour Madame Lauriane Lachapelle qui nous parle des problèmes du regroupement familial. Le regroupement familial par l'immigration n'est pas seulement une question de compassion, c'est un pilier fondamental de la société canadienne. L'annonce aujourd'hui est un engagement du mandat d'aider à bâtir des communautés inclusives et résilientes. Nous appuyons les Canadiens et les nouveaux arrivants en réunissant les familles plus rapidement et en leur permettant également de travailler et de subvenir à leurs besoins plus rapidement une fois qu'ils sont ici. Ce faisant, le Canada aide les nouveaux arrivants à réaliser leur véritable potentiel tout en renforçant l'économie et le tissu social du Canada. L'honorable Sian Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Madame Lachapelle, est-ce qu'il y a de la compassion? Est-ce que vous remarquez de la compassion chez M. Miller? Il y a une volonté trop grande de vouloir absolument plaire à la ministre de l'Immigration provinciale, Christine concrète pour les familles, mais on attend encore de voir quelle action concrète va être mise en place. Parce que malgré les annonces, malgré les messages qu'ils nous envoient dans les médias, concrètement, ce qui se passe, rien du tout. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vous entends plus, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Est-ce que ça fonctionne? Bon, je n'entends plus, mais je vais continuer à vous parler. Dans ce cas-ci, je vais vous raconter. Oh! Attendez. Êtes-vous revenu? Je vous entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est parfait. Il y a des petits soucis au niveau de la technique. Oui. Un instant. Est-ce que vous avez... Je pense que... Bon, si vous voulez, je peux continuer. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allez-y. C'est parfait. Donc, comme vous dites, le regroupement familial, c'est vraiment... c'est un pilier. La famille, en fait, c'est un pilier de la société. Puis je pense que Mark Miller échoue à reconnaître que la famille est un pilier de la société. Et dans l'immigration, on s'entend, c'est plus facile pour une personne qui vient avec un permis de travail de joindre sa famille à sa demande de permis de travail qu'un résident ou qu'un citoyen canadien de faire venir sa famille au Canada. Donc, moi, je vois une grande incohérence dans les processus d'immigration. Il n'y a pas assez de compassion envers les propres citoyens, les propres résidents permanents déjà sur place, qui ont une famille à l'étranger, qui veulent que leur famille soit avec eux dans le pays. Il manque vraiment à ce niveau-là. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est une grande incohérence. Il ne devrait pas avoir plus de facilité d'un côté ou de l'autre. Ça devrait être
également un processus simplifié pour tous. Et on mérite d'avoir nos familles avec nous. Là, c'est tout simplement le fondement de la société. Ça n'a aucun sens. Monsieur Miller d'après moi, reconnaît pas la souffrance qu'on vit. Il y a des incidences graves de santé mentale. Québec Réunifie a documenté une étude sur la santé mentale des gens en situation de parrainage. Et c'est très grave l'écart qu'il y a entre la population générale et les gens en situation de parrainage, pardon. Et ça fait en sorte que nous, on souffre pour des raisons administratives, pour des raisons politiques. Ça n'a aucun sens selon moi. Donc, il faut que ça arrête. Justement, parce que cela n'a aucun sens pour vous, que vous êtes l'instigatrice de la démarche, vous faites partie des 8 demandeurs dans le dossier de projet Mandamous. Alors, dans l'article paru récemment dans Le Devoir, vous dites, je cite, « J'ai aucune pitié d'aller de l'avant avec cette poursuite, car ils n'ont aucune sensibilité à notre endroit. On est en grande détresse psychologique et on est complètement abonné dans ce dédale administratif. » C'est de nos véhicules les questions. Oui, c'est vraiment une expérience qui est traumatisante pour les familles, incluant pour moi. Je vous le dis, là, c'est très difficile pour moi de devoir passer déjà, ça fait 6 ans de relation qu'on n'a même pas pu être ensemble une seule fois au Québec, et ça fait déjà plus de 20 mois qu'on attend. Puis avant ça, on s'est mariés, on voulait être ensemble. Ça fait presque 3 ans finalement qu'on veut être ensemble au Québec, puis c'est impossible. On a des projets de fonder une famille. Puis on n'est pas capable de voir le jour où ça va pouvoir arriver. Je suis pas capable de voir le jour où je vais me dire je vais être capable d'acheter une maison avec tous les frais juridiques, les voyages, etc. qu'on doit passer au travers en tant que couple. C'est pas évident d'être dans cette situation-là indûment par le gouvernement qui ne laisse pas les familles être réunies dans des délais raisonnables. Puis il faut pas oublier aussi que une femme n'est pas fertile infiniment. Il y a des femmes qui approchent la mi-quarantaine et qui sont très inquiètes de ne plus pouvoir avoir d'enfants avec leur mari. Puis ça, je trouve que c'est encore pire comme situation parce que on empêche littéralement des gens de fonder leur famille. C'est des années de nos vies dont il est question. 3-4 ans, c'est immense qu'est-ce qui peut se passer en 3-4 ans dans une vie. Et on vit tout ça séparé. Et c'est toutes les épreuves de la vie qu'on passe séparées, autant les bons moments, les grands succès qu'on doit vivre à distance, que les moments les plus difficiles, comme si on a des problèmes de santé, on doit être hospitalisé, on doit le faire tout seul, ou on n'a personne pour nous aider. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont ici, qui attendent juste ça que leurs conjoints viennent, qui sont malades, qui ont besoin d'aide, qui ne peuvent pas avoir les soins de leur famille, qui ont besoin. C'est des situations humaines désastreuses. Puis les impacts psychologiques d'être séparé de notre conjoint, c'est épouvantable, c'est très souffrant. On est dans une anxiété incontrôlable parce que, imaginez-vous, ce processus-là de parrainage, là, c'est comme si on courait un marathon, là. Quand on a commencé notre marathon, on nous disait, la ligne d'arrivée, c'est à 13 mois, là. Puis là, on finit de courir notre marathon, puis on nous dit, finalement, t'as un autre marathon à courir, puis en plus de ça, on sait jamais quand ça va finir. Donc, c'est épuisant mentalement de toujours être dans l'attente, dans l'anxiété, de jamais savoir qu'est-ce qui va se passer demain matin, dans 2 mois, dans 3 mois, de toujours se dire, il faut que je planifie peut-être un autre voyage, j'ai encore des frais, faut que je m'organise. J'ai peut-être des soucis de santé qu'il faut que je m'organise à travers tout ça. J'ai ma famille ici que je dois prendre soin. Peu importe les raisons, c'est très compliqué parfois de toujours dans ce stress-là de pas savoir quand est-ce qu'on va se revoir. C'est souffrant pour les familles. Sérieusement, c'est quelque chose qui est indescriptible, la souffrance qu'on vit au quotidien, sérieusement. Puis je ne comprends pas le peu d'empathie qu'il peut y avoir de la part de M. Miller à notre égard. Parce que s'il y avait eu assez de sensibilité depuis le début, il y aurait eu des actions qui auraient suivi depuis le début. Ça fait depuis juin qu'on attend. Depuis juin, il s'est rien passé. Oui, il y a des petites annonces par-ci, par-là, mais concrètement sur le terrain, on est encore là et on souffre. Donc, ça n'a pas de sens dans mon livre à moi. Il y a vraiment un manque de sensibilité. Tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Le 15 mars dernier, il y a eu ces rencontres entre le Premier ministre du fédéral, M. Justin Trudeau, et celui du Québec, M. François Legault. On s'entendait à des grandes annonces, plus précisément l'accélération de la procédure de la catégorie des regroupements familial, du regroupement familial. Mais on a l'impression que la rencontre a accouché d'une souris. Est-ce que vous avez été déçu? Ben oui, c'est une grande déception de voir qu'on n'est pas du tout dans les discussions puis qu'on est mis un peu de côté comme catégorie d'immigration à plein d'égards.
Puis ce que j'aime pas non plus, souvent de la part du gouvernement actuel provincial de la CAQ, c'est une espèce d'instrumentalisation de l'immigration. C'est quelque chose qui est très présent dans le discours actuel de la CAQ et de François Legault, de traiter un peu l'immigration comme si c'était des sous-personnes dont il était question. En 2020, les travailleurs étrangers étaient des anges gardiens pour prêter main forte dans le système de santé, puis maintenant, en 2024, on les traite de voleurs de logement. Puis là, on entendait dernièrement que c'était de leur faute si ça se passait pas bien dans les écoles et tout ça. Donc, il y a toutes sortes d'accusations qui sortent toujours du côté de l'immigration, des immigrants. C'est vraiment désolant, selon moi, parce qu'un gouvernement qui met la faute sur une population qui est déjà plus vulnérable que ses propres citoyens, pour moi, ça n'a aucun sens. J'aime pas la philosophie actuelle du gouvernement provincial, à quel point l'immigration, c'est vraiment considéré comme quelque chose d'utilitaire. Ils ne considèrent pas que ce sont des personnes, c'est des humains qui ont une intelligence, qui ont des émotions, un vécu, des ambitions, des rêves. Faudrait arrêter de les utiliser seulement comme bon nous semble. Donc, je suis vraiment déçue du gouvernement provincial à cet égard-là. Je suis aussi déçue du gouvernement fédéral de ne pas mettre assez d'attention sur notre enjeu, qui est une crise, selon moi, importante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on s'en va en justice contre l'Immigration Canada à cet égard-là. Vous entendez? Oui, oui, je vous entends. Excusez-moi, je vous avais perdu un instant. Est-ce que c'est réaliste de donner la mise en demeure, le délai de 15 jours au ministre fédéral Mal Miller afin de produire un calendrier de traitement public ordonné raisonnable et 30 jours pour finaliser le dossier de 8 couples dans la cour? Est-ce que vous voyez ça réaliste? C'est une très bonne question. Mais c'est sûr qu'un délai de 15 jours pour établir un calendrier, ça peut paraître peu, mais ça fait déjà depuis juin 2023 qu'il y avait le temps de procéder à ce calendrier-là, puis ça fait longtemps qu'on fait ce genre de demande-là. Donc, pour moi, c'est pas si court que ça et c'est pas si irréaliste que ça. Ça fait déjà longtemps qu'on a cette demande-là, donc d'attendre 15 jours pour un calendrier, c'est la moindre des choses. Après ça, d'ici 30 jours, de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs, considérant que c'est des demandes qui ça fait déjà plus de 20 mois qu'attendent pour la majorité, je trouve pas que c'est trop peu de demander que ce soit traité en 30 jours, considérant que le gouvernement fédéral a tout en main pour traiter ces dossiers-là. J'ai pas d'espoir que ça soit fait, par exemple, dans les 30 jours, parce que je ne pense pas que ils vont être capables de mettre en œuvre ça. S'il y a rien qui a bougé depuis 20 mois, ça m'étonnerait que soudainement, ils agissent sans avoir le dépôt en cours. Donc, moi, je suis probablement certaine qu'on va devoir déposer le recours en mandamus d'ici quelques jours à la Cour fédérale, parce que je ne crois pas que l'IRCC va prendre ses responsabilités, comme il échoue à le faire, en fait, depuis des mois. Oui, nous avons vu un scénario pareil avec Maître Maxime Lapointe, qui a déposé une procédure judiciaire contre la ministre fédérale de l'immigration et d'intégration et de la francisation du Québec. Et par la suite, il y a quelques jours, il a retiré sa plainte en catastrophe. Et c'est à votre tour maintenant de saisir le gouvernement fédéral par l'entremise d'une mise en demeure à M. Marc Miller. Comment est-ce que vous analysez ces deux actions-là? Ouais, c'est quand même des recours qui sont différents. Je suis pas une experte en termes légaux là, pour ce que Maître Lapointe avait fait, mais le recours, c'est pas le même. C'est pour un de ses clients et finalement, le dossier de son client avait été réglé. Donc, finalement, il n'y avait plus le pouvoir de continuer sa poursuite. Mais dans notre cas, ce qui est différent, c'est que oui, on a les 8 demandeurs, mais on a aussi l'Acadie qui est co-demanderesse et qui représente l'intérêt public. Donc, tant que le public au complet, donc toutes les personnes qui ont un CSQ en main actuellement dans cette catégorie de regroupement familial, n'ont pas une situation améliorée, le recours n'arrêtera pas. Donc, il y aura toujours, il y aura une décision à la fin du processus. On veut invalider le plan d'immigration du Québec. On veut que la Cour juge que le gouvernement fédéral n'a pas à respecter le plan d'immigration du Québec. C'est ça notre objectif. On veut que ce soit un juge qui tranche et qu'à partir de ces décisions-là, toutes les autres familles, ça puisse débloquer pour eux et que finalement ce problème soit réglé et que les délais redeviennent raisonnables pour les familles. Donc c'est ça l'objectif derrière le projet et c'est ça la différence entre les deux processus. Je pense que Maître Lapointe, lui, il travaillait pour son client versus nous, on travaille avec l'Acadie pour l'intérêt du public au complet. Donc c'est-à-dire toutes les... Dans le cas quand je dis public au complet, c'est tous les gens qui sont concernés par le regroupement familial, qui ont une demande en cours et qui détiennent actuellement un CSQ.
Mais compte tenu de l'urgence de cette situation, pourquoi les avocats et vous n'avez pas pensé à un recours en référé dernier? Pardon, j'ai pas compris votre question. Un Compte recours? tenu de l'urgence de problème, pourquoi les avocats n'ont pas plutôt saisi la Cour par une procédure de référé dernier pour les amener à se prononcer le plus rapidement sur la question? Je suis pas familière avec ce recours en particulier. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que avec les discussions avec les avocats, ce qui va se passer avec le mandamus, c'est qu'on va quand même demander à ce que le recours en mandamus soit saisi plus rapidement en raison de la sensibilité du sujet et qu'il y a un intérêt public en réalité dans cette cause-là. Donc, une fois que le mandamus va être déposé en cours, on va demander à ce qu'il y ait une accélération de traitement par la Cour, que ce soit pas traité potentiellement d'ici 12 mois saisi par la Cour et analysé. On veut que ça soit analysé par la Cour le plus rapidement possible et c'est quelque chose que nos avocats ils vont demander pour considérant justement l'urgence en santé mentale des gens, la souffrance des femmes, des hommes et des enfants là-dedans. Donc, c'est quelque chose que nos avocats vont faire une procédure pour accélérer le dossier puis faire en sorte qu'on n'ait pas à attendre que ce soit plus de 12 mois là, pour cette procédure en mandamus. Donc, idéalement, c'est sûr qu'il n'y a pas de manière de confirmer les délais parce que c'est toujours quelque chose qui est hors de notre contrôle, qui est hors de contrôle des avocats. Les avocats sont clairs à ce sujet. Ils peuvent pas garantir aucun délai, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont faire tout en leur pouvoir pour que ce soit le plus rapidement possible et que ce soit considéré comme quelque chose d'important pour la Cour. Nous espérons que toutes ces démarches seront rendues publiques et Immigration FM s'en saisira pour faire part belle à nos auditrices et auditeurs à travers le monde. Madame Lachapelle, sur votre initiative, une levée de fonds a été créée pour aider les familles dans des recours juridiques. Avez-vous réussi à amasser des fonds? Oui, on a réussi à amasser assez de fonds pour aider 8 participants et heureusement, on a aussi le support de l'Acadie financier. Donc, ça fait en sorte qu'il y a encore des fonds disponibles pour soutenir certaines familles qui voudraient faire un recours en mandamus avec notre groupe et se joindre au recours. Donc, oui, on a amassé assez de fonds pour aller de l'avant avec ce projet et on espère qu'il y a d'autres familles qui vont pouvoir se joindre au processus plus on avance, qu'il y a des familles qui réalisent. Je suis déjà en contact avec quelques familles intéressées à participer. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et que ça leur intéresse de potentiellement se joindre au recours, écrivez-moi, écrivez à Québec Réunifié. On peut vous faire remplir le formulaire d'application des participants et puis, une fois que le formulaire est rempli, ben, l'avocate en réalité va analyser le dossier puis voir si c'est un dossier qui est admissible pour notre procédure. Donc, oui, on a encore de la place. Oh, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des critères à remplir pour pouvoir bénéficier de ce soutien-là, de votre projet Mandamus? Oui, il faut que ce soit des demandes qui sont similaires aux nôtres et qui respectent certains critères. Donc, notamment, il faut que ce soit des demandes, soit des conjointes mariés, avec ou sans enfants de la même union. Il faut aussi s'assurer que ce soit une demande qui détienne le CSQ en ce moment. Il faut que ce soit des demandes qui attendent depuis plus de 18 mois. Et qui ont juste eu l'étape du CSQ, par exemple, et de l'éligibilité du parrain. Ensuite, c'est sûr qu'on veut pas des dossiers qui ont une complexité naturelle, si on veut. C'est-à-dire que si c'est un dossier qui a un potentiel dossier criminel, ça, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de complexité, qui peut justifier un délai plus long, ce qu'on ne veut pas dans le recours. On ne veut pas, c'est sûr, des gens qui ont fait du service militaire ou qui pourraient être suspectés d'être liés à des activités de terrorisme, même si ce n'est pas le cas. Des fois, il y a des soupçons, puis ça entraîne des fois des vérifications qui sont plus longues. Il y a toutes sortes d'éléments de complexité qui peut toutes sortes de situations particulières. Là. Si vous dites mon dossier, il y a une situation particulière, je sais pas, moi, il y a eu une expulsion du pays ou quoi que ce soit, c'est des dossiers qui sont plus complexes, qui demandent plus d'analyse, puis que IRCC peut dire, ben oui, ça nous prend plus de temps et c'est normal, et la Cour va juger aussi que c'est raisonnable de prendre plus de temps. Donc, on veut vraiment des dossiers qui sont simples. Ce sont des gens là qui sont mariés, qui sont ensemble, qui veulent être ensemble, qui sont séparés soit par la distance ou qui sont même à l'interne du Canada, c'est pas un problème. Puis ils ont avec ou sans enfants, c'est des dossiers qui sont très simples, qu'il n'y a pas de raison finalement d'avoir des délais aussi déraisonnables. Puis je peux attirer votre attention à une statistique quand même assez intéressante parce qu'on a obtenu de la part d'IRCC en septembre 2023 les délais moyens pour certains bureaux de traitement des visas pour certains pays. Donc on en a pour Accra, c'est 39 mois, la moyenne de traitement. Ankara, 24 mois.
Dakar, 37 mois. Et le pire, c'est Mexico City, 52 mois. Donc, on a vraiment des délais déraisonnables, en plus des délais déraisonnables du Québec. On a aussi certains bureaux de traitement des visas qui traitent les dossiers encore plus longtemps que la moyenne des délais de traitement au Canada. Donc, les gens qui font partie de ces bureaux de traitement des visas-là spécifiques, il y a des bonnes chances que ce soit une très bonne raison de faire partie du projet Mandamus parce que vous savez maintenant que votre dossier va prendre plus de temps que ce qui est affiché sur le site d'IRCC. Donc, c'est quelque chose qui peut être bon à considérer parce que le pire, vraiment, BVC Mexico, 52 mois, c'est un délai interminable. C'est énorme, c'est énorme. Vous étiez à l'Assemblée nationale, vous êtes exprimé. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez le soutien des députés, des partis d'opposition ou des partis au pouvoir? Oui, par chance, les partis de l'opposition, le Québec solidaire, Parti libéral, nous appuient. C'est sûr que Parti québécois, c'est ambigu. On ne croit pas qu'il y a un temps appui de notre cause parce que c'est un parti qui est un peu... pour simplifier les choses, un peu anti-immigration, là, on va pas se le cacher, un peu autant que la CAQ. Donc, c'est des partis, la CAQ et le Parti québécois, c'est deux partis qui ont une très mauvaise approche vis-à-vis de l'immigration, selon moi. Par contre, on a vraiment l'appui du Parti libéral et de Québec solidaire qui comprennent la situation et qui veulent nous aider fondamentalement, là, ils veulent nous soutenir dans cette lutte. Nous amorçons la dernière ligne droite de cette émission. Madame Lachapelle, est-ce que vous avez un message pour de nombreuses auditrices et auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Et plus précisément, les 38 500 familles qui attendent dans la désolation. Ben, j'aimerais ça dire aux autres familles dans la même situation que nous, ne perdez pas espoir parce que la lutte juridique qu'on est en train de mener, ben, ça peut vraiment aider toutes les familles, puis ça va être vraiment important de ne pas perdre espoir que ce recours-là peut changer les choses. Nous, on va aller jusqu'au bout de la procédure, puis ça n'exclut pas qu'on va faire d'autres procédures judiciaires par la suite de cette procédure-là pour encore plus aider les familles dans cette situation-là, et surtout pour un peu recevoir ce qu'on mérite, c'est-à-dire une compensation par rapport à toute la souffrance qu'on a eue. On a besoin d'avoir nos familles, oui, mais peut-être qu'on est capable d'aller chercher également des compensations autres. Donc, si vous souhaitez vous impliquer puis participer à cette lutte-là, je vous invite fortement à communiquer avec Québec Réunifié, qui est un OBNL qui est là pour lutter pour le droit des familles en situation de regroupement familial et qui va vraiment ne pas lâcher le morceau jusqu'à temps qu'on ait des délais raisonnables de 12 mois ou moins pour cette catégorie d'immigration. Donc, il faut se lever debout, il faut pas avoir peur, il faut s'impliquer. On est tous dans cette même catégorie. Quand on s'unit, on est plus fort. Donc, si vous avez ne serait-ce qu'un instant, joignez-vous à nous puis à cette lutte. Merci, Madame Lachapelle. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. La présentation de cette émission était dirigée par Norbert Ngantechana, journaliste et consultant réglementaire d'immigration canadienne. À la technique, le Ziggy, sans oublier notre spécialiste des réseaux sociaux, la journaliste Fanny depuis le Cameroun. À samedi prochain, si Dieu le veut. Merci. Travailler, c'est ça la vie.